Voilà, bonsoir, merci de m'avoir accueilli. Voilà, on est passé sur Média. On a donc 1 heure pour baliser le sujet des générations et en particulier le sujet des générations et de l'entreprise. Alors, je vais démarrer assez rapidement parce qu'évidemment, c'est un problème quand on aborde les générations de savoir un petit peu quelle est la culture des générations. Est-ce qu'il faut recommencer jusqu'à Socrate ou est-ce qu'on peut démarrer plus tard? J'ai le sentiment qu'on peut démarrer plus tard, mais donc on va commencer par un rapide rappel de quelques évidences et puis on ira au cœur de la question. Voilà. Est-ce que... Non, du coup, ça ne fonctionne plus. C'est en général comme ça que ça se passe. Voilà, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a plusieurs manières. Donc, Didier vous l'a dit, ici le brave homme dit « j'étais juste en train d'entrechoquer des cailloux, je ne savais pas que je faisais de la recherche fondamentale » et il a inventé le feu. Et moi, en haut à droite, je suis là. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye de faire l'inventaire de ce qui marche, faire l'inventaire de ce qui s'invente. Beaucoup de choses s'inventent aujourd'hui. Alors, dans le monde anglo-saxon, on est parfois un peu trop optimiste, j'ai le sentiment. Tout ce qui s'invente est d'office beau, et d'office grand, et d'office magnifique. En tous les cas, tout ce qui est en rapport avec les réseaux, les nouvelles générations, la digitalisation. Dans le monde francophone, on est peut-être parfois un peu trop pessimiste et un peu trop focalisé sur ce qui disparaît. Donc voilà, je me suis spécialisé dans l'inventaire de ce qui marche et de ce qui s'invente. Pour ceux que ça intéresse, il y a une association vendéenne qui s'appelle le CERA qui m'a demandé de décrire le monde en 2035. J'en suis totalement incapable, mais ce que j'ai mis dans ma contribution, tous les conférenciers qui étaient intervenus dans cette association ont chacun écrit une contribution pour décrire le monde en 2035. Donc, moi, ce que j'ai mis comme contribution, j'ai dit, imaginons qu'en 2035, le monde fonctionne avec les règles des Y. Qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, si ça vous intéresse, ça reprend une partie de ce que je vais dire aujourd'hui. Comme Didier l'a dit, mes 3 spécialités, c'est les dynamiques motivationnelles. Qu'est-ce qui me donne envie de donner le meilleur de moi-même? Qu'est-ce qui me donne envie d'aller à fond? Deuxième élément, c'est la créativité, mais un type particulier de créativité qu'on appelle le creative problem solving, c'est-à-dire la créativité vraiment dans les processus. Comment est-ce qu'on peut reformuler une question, une opportunité, un thème pour faire apparaître de nouvelles ressources? Et troisième activité que j'ai, c'est l'animation de processus collaboratifs, pour ceux qui connaissent, le Café du Monde, le Forum ouvert, parfois appelé Open Space, l'Appreciative Inquiry et autres marguerites holomorphiques. Dans les techniques collaboratives, on adore les noms poétiques. Alors allons tout de suite au cœur du sujet. Pourquoi parler des générations? Et j'en profite pour faire mes excuses à Socrate, Socrate qui disait déjà « avec cette jeunesse-là, on est mal parti ». Sachez qu'en fait, la première trace d'un vieux qui dit « avec cette jeunesse-là, on est mal parti », c'est une poterie de 3000 ans avant Jésus-Christ, une poterie babylonienne, où un prêtre a écrit « La fin du monde ne saurait être éloignée, les jeunes n'écoutent plus les vieux ». Donc, la question est vieille, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau? Alors, c'est une éternelle question, parce que s'il n'y a rien de nouveau, comme dans la chanson de Brel, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête, et au fur et à mesure qu'on vieillit, on devient bourgeois et on devient comme les cochons, vieux et bêtes. Alors, pourquoi faire une conférence là-dessus? Pourquoi ne pas directement passer au cocktail? En gros, on pourrait dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une double courbe. Donc il y a quelque chose qui est en train de finir et il y a quelque chose qui est en train de prendre son élan pour commencer. Et en gros, ce qui finit, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est le monde des pyramides. C'est le monde avec un chef, quelques sous-chefs, un peu plus de sous-sous-chefs, un peu plus de sous-sous-sous-chefs, encore un peu plus de sous-sous. Si vous allez dans les grands bureaux de consultance, ils ont même un chiffre fixe. Dans certains bureaux, par exemple, c'est 8, il faut
Dès qu'il y a 8 personnes, il faut un chef. Dès qu'il y a 8 chefs de 8 personnes, il faut un chef des chefs de 8 personnes. Dès qu'il y en a 8, il faut de nouveau un chef. Et donc, on fait une pyramide. Hein. Au fond, ça, c'est ce qui est en train de perdre en énergie, on va dire. De l'autre côté, il y a quelque chose qui démarre, qui prend son élan, et c'est le monde des réseaux. Le monde des réseaux a un énorme avantage. Hein, ce soir, on est dans une situation très pyramidale, et je le regrette, mais bon, dans ce magnifique théâtre, c'est comme ça. Hein. Moi, je vais parler, vous allez écouter. C'est en fait horriblement inefficace. Parce que le nombre d'informations qui vont s'échanger va être, en fait, ce nombre va être beaucoup plus petit que si vous commenciez tous à discuter entre vous. Je vous garantis que vous apprendriez beaucoup plus de la soirée si vous vous mettiez en réseau entre vous et que vous discutiez de vos problèmes, de vos solutions, de vos essais, de vos erreurs, qu'en écoutant Bernard Pêtre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis désolé, je vous présente mes excuses, mais vous allez m'écouter, ou pas. Hein, ça, c'est le charme de la génération Y. Hein, voilà, sur le sujet. Alors donc, dans ce mouvement où le monde des pyramides a tendance à s'effriter, au fond, ce qui est clé pour l'entreprise, c'est qu'au travers de ça, c'est la figure du chef comme héros qui est en train de s'effriter. Traditionnellement, le chef, c'est un héros. Et pourquoi c'est un héros? Parce qu'il voit la bonne réponse quand personne ne la voit, parce qu'il fonce dans le tas, et parce qu'en plus, il est capable de donner à tout le monde l'envie de courir derrière lui quand il fonce dans le tas. Le problème, évidemment, c'est que dans un monde où le savoir est disponible en un clic, dans un monde où le savoir se développe à toute allure, comment pourrait-on encore produire des individus qui savent tout, des individus qui trouvent la bonne réponse? Et donc c'est ce qui fait la force du réseau par rapport à la pyramide, c'est que le nombre de connexions, le nombre de possibilités d'échange d'informations est beaucoup plus élevé. Et donc ça va obliger les chefs, des petits sous-chefs aux grands chefs, à passer du modèle du héros au modèle de l'hôte. L'hôte, c'est quoi? C'est celui, hein, on l'a très bien dit, dans les deux chefs d'entreprise l'ont très bien dit, les jeunes l'ont très bien dit, c'est celui qui accueille les talents, c'est celui qui rassemble les talents. Et ça a un impact fondamental sur l'entreprise parce que le chef, au lieu d'être celui qui apporte la bonne réponse, va de plus en plus être celui qui définit les règles d'échange entre les gens. Au lieu de dire voilà ce qu'on va faire, il dit voilà comment on va échanger. Voilà comment on va échanger nos idées. Voilà comment on va échanger les informations, les expériences. Je ne connais pas la bonne réponse, mais je connais les méthodes pour échanger. Je suis belge, je peux donc me permettre un léger commentaire sur le contexte français. On n'est pas mieux loti en Belgique, rassurez-vous. Mais imaginons demain un candidat à la présidentielle qui dirait « Je n'ai pas de solution au problème de la France ». Mais la France est un pays rempli de gens très intelligents, ce que je constate à chacune de mes visites. Et j'ai un certain nombre de techniques de collaboration, d'échange, de mise en réseau, qui fait que si on connecte l'intelligence des 65 millions de Français, trouver une solution va être une partie de plaisir. Vous voyez? Ça, ce serait le modèle du chef hôte. On a encore du travail à faire, et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les générations ont leur place. Parce que dans le contexte actuel, on ne peut pas simplement jeter l'ancien, on doit en prendre soin. On doit gérer la transition. On doit permettre aux nouvelles pratiques, à l'entreprise libérée, au nouveau modèle de management, au nouveau business model basé sur la digitalisation de se développer. Et cerise sur le gâteau, on doit évidemment expliquer aux gens en quoi l'ancien et le nouveau sont différents.
Voilà pourquoi les générations sont une telle opportunité, parce qu'elles sont quelque part la porte d'entrée vers ces 4 tâches qui sont toutes les 4, je pense, extrêmement importantes. Je vais de temps en temps passer une diapositive. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a trop de diapositives. Alors maintenant, le cœur du problème, c'est quoi? Eh bien, le cœur du problème, c'est qu'au fond, les patrons rêvent d'un jeune Y, bientôt d'un jeune Z, c'est quand même encore un peu tôt pour qu'il y en ait beaucoup dans les entreprises, qui viendrait lui dire « Que puis-je faire de plus ?» Que puis-je faire de plus? C'est-à-dire, il rêve d'un gentil jeune. D'un jeune qui ne pose pas de questions, d'un jeune qui n'a pas d'avis, d'un jeune qui est à 100% motivé dans l'idée de faire ses preuves. Et qu'est-ce qui se passe un certain nombre de fois? C'est non. Voilà. C'est que le patron, le chef d'équipe, le manager vit dans un certain nombre de préjugés, on va voir pourquoi. Et le jeune demande pourquoi on s'énerve autant. Si vous avez vu la série « Fais pas ci, fais pas ça », il y en a qui ont vu parmi vous? Levez le bras peut-être, comme ça je sais si c'est un référent connu. Hein? Les scénaristes disaient, au fond, on s'est bien amusé en faisant cette série parce qu'au fond, ça montre un monde qui est un peu le monde d'aujourd'hui, où les adultes ont beaucoup plus de problèmes que les jeunes. Oui. N'en fais pas ci, fais pas ça. Les parents, tant les le pic que les boulets, s'énervent beaucoup et les jeunes disent « Pourquoi tu t'énerves ?» Et donc, dans ce contexte-là, le minimum, et c'est une première solution, ce serait au moins d'avoir ce réflexe. Dès que votre intuition vous dit il y a de l'eau dans le gaz, il y a quelque chose qui ne va pas, au moins avoir ce réflexe, quelle que soit la génération qui soit en face de vous, de dire « je crois qu'on n'est pas connecté. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Quand j'étais dirigeant d'entreprise, le meilleur jeune que j'ai jamais eu, quadrilingue, orphelin de père, il avait payé ses études et soutenu sa mère, il avait une flexibilité sociale incroyable, il avait travaillé à la fois dans des boîtes de striptease et dans des multinationales, il était capable de comprendre tous les contextes. Imaginez, pour un patron qui fait de la recherche, de l'étude de marché, c'est fantastique, un jeune comme ça. Hein? Il y avait de la place parce que c'est une entreprise à reconstruire. Hein? J'arrêtais pas de lui dire, il y a de la place, tu deviendras mon bras droit, etc. Et lui me disait oui, 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 oui. Jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, nous ne sommes pas connectés, il y a un souci. Oui. Et le souci, c'était le suivant, après une présentation chez un client, on va boire une bière, on était à tuer à toi, il m'avait même montré les vidéos de ces spectacles de striptease, donc on se connaissait bien. Et je bois un coup dans ma bière et je lui dis, écoute, je pense qu'il y a un souci. Je pense qu'on n'est pas connecté. Peut-être que j'imagine, peut-être que je fantasme, mais je crois qu'il y a un souci. Il était là depuis 2 mois, il avait fait une carrière de 2 mois absolument fulgurante. À ce moment-là, un silence très très épais s'installe. Alors le petit truc que je vous donne quand vous êtes comme ça dans un malaise générationnel, comptez dans votre tête mais ne dites rien. C'est une règle de base de l'entretien sociologique, le silence est la meilleure relance. J'ai compté beaucoup, j'ai compté 10 minutes, donc j'ai compté jusqu'à 600. Mais j'étais moins mal à l'aise que lui, donc c'est lui qui a fini par parler. Il me dit, puisque tu es sympa, Bernard, je vais te le dire, dans 38 jours, je suis parti. Je dis, ah bon? Oui, il dit, je suis en période d'essai. À l'époque, il y avait une période d'essai en Belgique, et en période d'essai, les 6 premiers mois, on pouvait partir en 2 jours. Je suis parti parce que, en fait,
je me suis juré de ne pas me caser tant que je n'avais pas fait le tour de l'Amérique latine en vélo. Oui. Et donc vous avez là le premier défi générationnel, c'est de créer un contexte et une qualité relationnelle qui fait que vous avez accès à la véritable histoire. Parce que des patrons qui me disent, vous vous rendez compte, on voulait lui donner une promotion, on voulait en faire un chef d'équipe, il est parti du jour au lendemain sans rien dire, il est fou. Non, il n'est pas fou. Vous n'avez pas eu la vraie histoire, c'est très différent. Vous voyez ? Alors l'inverse de la vraie histoire, c'est un atelier que je faisais avec des jeunes, moins de 30 ans, et je leur dis, pour finir, on va faire un petit concours. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a plus de 50 ans, quel est l'indice indubitable que vous n'arriverez jamais à vous comprendre? Et donc, je dis aux 30 jeunes présents, on va faire un concours, chacun a le droit de proposer une solution, et puis vous voterez pour la meilleure solution. Quel est l'indice indubitable que vous n'arriverez jamais à vous comprendre? Celui qui a gagné, c'est celui qui a proposé l'indice suivant. Quand quelqu'un de plus de 50 ans s'approche de moi et me dit « T'inquiète pas, tu sais, je te comprends. Moi aussi, j'ai été jeune. Il faut laisser tomber. Ce n'est pas la peine d'essayer. Oui? C'est planté d'avance. Oui? Donc, ça veut dire que cette autre personne n'aura jamais accès à la véritable histoire, ce qui n'est peut-être pas grave du tout, mais ce qui peut, dans certains cas, être assez gênant. Ah, voilà. Je vais... Alors, pourquoi est-ce que il est assez réticent? Voilà, je vous raconterai d'autres histoires, vous en faites pas. Toute cette clé générationnelle, rassurez-vous, c'est la seule phrase sociologique de la conférence, mais je dois en faire une, c'est mon quota. Hein? Toute cette clé relationnelle, je sais que la journée a été difficile. Pour ceux qui sont fatigués, après cette phrase-ci, vous avez tout eu, vous pouvez vous endormir. Hein? Donc, repose sur ceci. On ne s'interroge guère sur le sens des choses quand il va de soi. Nous entrons dans une société où le sens de l'action et des identités est moins donné aux acteurs comme allant de soi qu'il n'est construit par eux. C'est pas mal, hein, comme phrase de sociologue. Hein? Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire de sociologue, vous allez tout de suite comprendre. C'est un sociologue suisse, ça remonte à il y a déjà une dizaine d'années, c'est une vieille histoire. Il interroge 35 jeunes chômeurs. Alors, il ne fait pas des enquêtes pour avoir des chiffres ou des statistiques, il fait ce qu'on appelle les enquêtes compréhensives ou des entretiens en profondeur. Donc, ce qu'il veut comprendre, c'est le même métier que moi, c'est les dynamiques motivationnelles, comment une chose entraîne une autre et crée une dynamique. Et il dit le travail. Et en fait, dans ces 35 jeunes, il trouve 5 définitions différentes du travail. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de jeunes chômeurs, hein, donc de gens moins de 30 ans, qui lui dit « Le travail, c'est apprendre. Mes parents ont de l'argent. Au fond, je n'ai pas vraiment besoin d'argent à ce stade-ci, mais je veux apprendre. Et d'ailleurs, je travaille pendant 1 an et puis j'arrête parce qu'en fait, je vise une formation à l'étranger, mais ça ne commence que plus tard, donc je dois, etc. Mais je veux uniquement apprendre. » Vous voyez, le sens du travail ne sera pas donné à ces gens par leur employeur, il sera construit par eux. Le sens qu'a mon travail, c'est d'apprendre. Il y a un autre groupe aussi de 5 ou 6 jeunes qui dit « Le travail, c'est l'argent. Je veux des thunes. » Parce qu'ils sont comme mon jeune dauphin, là, en fait,
Ils se sont jurés de faire un voyage, de monter leur entreprise, et dès qu'ils ont la somme, parce qu'ils ont calculé, ils se cassent. Il y a un troisième groupe, je ne vais pas vous faire les 5, mais je vous fais encore celui-là. Il y a un troisième groupe qui dit le travail, c'est la santé. Donc c'est des jeunes qui disent, écoutez, il y en a un notamment qui dit, écoutez, je sens que c'est en train de mal tourner. Régulièrement, je bois trop. Régulièrement, je me lève tard. Ma copine m'a quitté. Mes parents sont en pétard parce que je n'ai pas de boulot. Donc, au fond, peu importe le travail que je fais, peu importe le salaire, peu importe si j'apprends ou pas, mais si je trouve un travail, je vais boire moins, je vais me lever le matin, je me sentirai mieux dans ma peau. Ça va calmer mes parents, dit-il. Je ne sais pas pourquoi, mais les parents se calment quand on a un travail. Et il n'est pas interdit de penser qu'au travail, je rencontrerai quelqu'un de sympathique. Et donc, j'aurai peut-être une nouvelle petite copine. Le travail, c'est la santé. Il ajoute, jeune, j'ai beaucoup été chez les psychologues, ça ne m'a pas beaucoup aidé, mais le travail pourrait m'aider. Vous voyez ? Ce qui est stupéfiant, et donc je reviens sur ce premier point de la qualité de la relation, c'est que quand ce sociologue suisse leur demande à chacun d'entre eux, mais est-ce que vous dites ça dans l'entretien ? Ben, ils n'ont pas eu la chance qu'a eu notre... J'ai oublié ton prénom, je m'excuse, dans l'histoire qu'on racontait tout à l'heure, n'ont pas eu cette chance d'avoir une vraie discussion. Et donc, ces 35 jeunes disent « Ah non, 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 non. Si je dis que je veux que l'argent, ils ne vont pas m'engager. Si je dis que je veux me former, ils ne vont pas m'engager. Si je dis que je viens pour retrouver la santé, ils ne vont pas m'engager. » Et donc, les 35 disent à peu près la même chose. C'est le secteur où je rêvais d'aller. Dans ce secteur, c'est l'entreprise que je kiffe. Je suis très ambitieux, c'est un défaut. Mais je suis prêt à travailler énormément pour arriver à la hauteur de mes ambitions. Pas fantastique, ça? Vous voyez? Il y a encore des bons jeunes. Voilà. Donc, toute la question face aux jeunes générations, le premier défi, c'est la qualité de la relation. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel que la manière dont eux voient les choses, les représentations que eux ont de leur travail, aient une place. Pas pour leur faire plaisir, mais parce que si on n'est pas connecté sur ces histoires-là, la probabilité d'avoir un vrai contrat, d'avoir une vraie alliance, d'avoir des gens qui donnent le maximum, devient très très faible. Et donc il y a cette... C'est le slogan du mouvement LGBT aux États-Unis. Désolé, j'ai raté la messe. J'étais occupé à pratiquer la sorcellerie et à devenir lesbienne. Oui. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'affaire, c'est le fait. Et quelles que soient les générations, nous en profitons tous. La mutation sociale qui a eu lieu, c'est au fond de dire la zone de liberté de l'individu doit s'agrandir avant qu'on entre dans la zone de la régulation sociale. Donc, grosso modo, ce qui est au cœur des générations, c'est qu'au lieu de me préoccuper d'abord des règles sociales, je vais d'abord me préoccuper de mes règles à moi, de l'image que j'ai de moi. Est-ce que ça veut dire que je suis rebelle et que je refuse les règles sociales? Non, ça veut dire simplement que je change l'ordre. Petit test, si vous voulez savoir votre âge. En venant ce soir, vous vous êtes posé 2 questions.
est-ce que ma tenue est correcte pour une soirée à la CCI? Est-ce que ma tenue correspond à ma personnalité, à mon état de fatigue, à mon humeur, à mon style, à mon karma, à mon dharma, à mon intention, à ma vocation, à mon développement personnel, à mon intention, à mon attraction? Si vous vous êtes d'abord posé la question « Est-ce que ma tenue est correcte ?» et que vous vous êtes ensuite posé la question de « Est-ce qu'elle est confortable, est-ce qu'elle me convient ?» j'ai bien peur que vous soyez un peu plus âgé, du point de vue générationnel, que si vous vous êtes d'abord posé la question de « Est-ce que cette tenue est confortable, est-ce qu'elle me convient, est-ce qu'elle correspond à mon état d'esprit, à mon style ?» et seulement dans un deuxième temps la question de dire « Est-ce que je peux aller comme ça à la CCI ?» Vous voyez ? Donc on n'est pas dans la rébellion, on est simplement dans une espèce d'inversion. Et en fait, ça va être l'énorme défi de l'entreprise, le nouveau défi, si vous voulez, ça va être de passer cette espèce de filtre. Ça va être de passer cette espèce de filtre qui est l'image que la personne a d'elle-même. L'histoire la plus abracadabrante, alors elle n'est pas du tout représentative statistiquement, je vous rassure tout de suite, mais l'histoire la plus abracadabrante que j'ai entendue là-dessus se passe dans une entreprise du CAC 40. On cherche depuis des mois un oiseau rare, un gars capable de diriger une filiale à l'étranger. Mais dans la filiale, il y a plusieurs centaines de personnes. On cherche quelqu'un de moins de 30 ans parce qu'il faut qu'il soit déplaçable, qu'il soit encore un peu malléable pour qu'il intègre la culture du groupe. Il faut qu'il connaisse plusieurs langues, il faut qu'il ait un beau diplôme, il faut qu'il ait une expérience à l'étranger. Donc on cherche l'oiseau rare. Et on le cherche pendant un certain nombre de mois et on teste les candidats, assessment, mise en situation, voyage, etc. Au bout du compte, on trouve l'oiseau rare. Il y a des oiseaux rares. Et l'oiseau rare est devant le numéro 1 pour signer son contrat. Et en bon baby boomer, le patron ne lui demande pas comment tu te sens. Non, il respecte les codes sociaux, il dit est-ce que vous avez encore une question? Et l'oiseau rare répond oui. Quelle est la marque de vos ordinateurs? Le patron dit Dell. Le jeune dit je le savais parce qu'il est allé voir sur Internet, comme les jeunes qui étaient là ce soir. Il dit je le savais, je ne viens pas. 6 mois de recherche, d'assessment, de tests et de mise en situation, il ne vient pas. Le patron qui me raconte l'histoire me dit, avant de tomber de ma chaise, j'ai quand même la présence d'esprit de lui dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Le jeune dit, c'est très simple. Pour être performant, j'ai besoin de formater moi-même mon ordinateur. Je sais que vous manipulez des produits dangereux, parce que sur Internet, il s'est bien renseigné. Et donc, je sais que face à des entreprises comme vous, Dell préformate les ordinateurs. Et donc, je sais que chez vous, je ne pourrai pas formater moi-même mon ordinateur, donc je ne pourrai pas être performant, donc je ne viens pas. Ce qu'il est rebelle, pas du tout, il est extrêmement bienveillant. N'oubliez pas, il a HEC, des tas de diplômes, une expérience à l'étranger. Devant le désarroi du patron, il lui confie très gentiment « Ne changez rien. À votre place, je ferai la même chose. C'est une excellente solution. » Vous voyez ? En plus, il le console. Mais ça n'empêche qu'il ne vient pas. Vous voyez ? Alors, ce filtre, il peut être extrêmement variable selon les personnes. J'étais dans une entreprise à Annecy où il y a un jeune, il est là depuis 2 ans, en apprentissage, tout le monde est content de lui, il adore le job. Et à quelques mois de la fin de sa période de formation, de stage, voilà que tout à coup, il prend l'idée au chef d'atelier de lui parler de façon un peu virile. Et le jeune d'atelier dit, si on me parle comme ça, je m'en vais. Et là, le filtre, il est sur la manière de se parler.
Si on me parle comme ça, je m'en vais. Et le chef d'entreprise me dit, c'est ridicule parce qu'on est tous perdants. Nous, on l'a formé pendant 1 an et demi, on ne va pas l'avoir. Lui, il va avoir du mal à trouver un autre job. On est tous perdants, mais c'est comme ça. Le type, il ne veut pas revenir. Vous voyez ? Et donc, le défi des générations, ce n'est pas un défi de savoir quelle génération va s'adapter à quelle génération. Le défi des générations, c'est un défi de savoir comment chaque génération va pouvoir prendre distance avec ces évidences. Et en ce sens-là, mes excuses à Socrate, à certaines périodes de l'histoire, on vit quelque chose d'un peu différent. Vous voyez ? C'est-à-dire quand vous êtes dans une société stable, mais les parents et les enfants, les grands-parents ont les mêmes évidences. Tandis que quand vous êtes dans une société qui bouge, les parents, les enfants et les petits-enfants n'ont pas les mêmes évidences. Mais il ne s'agit pas de voir comment un groupe va adopter les évidences d'un autre groupe. Il s'agit pour tous les groupes de savoir comment je peux vérifier qu'une chose que je tiens pour évidente est en fait fausse. Pour moi, il est évident que quand on se concentre, c'est en silence. Quand j'étais patron, pour mes jeunes collaborateurs, je mettais la musique à fond la caisse, le casque n'était pas encore généralisé, tu allais les trouver en disant, écoutez, quand on se concentre, on met le silence. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas été rebelles, hein? Je dis, écoute Bernard, si tu veux qu'on coupe la musique, on coupe la musique, pas de souci, c'est toi le patron. Mais par gentillesse, on tient à te signaler que nous, sans musique, on ne sait pas se concentrer. Tu as vu nos diplômes, tu as vu nos points, sache que ces points-là, on les a eus en musique. Donc si tu veux, on coupe la musique, mais on sera plus concentré. Vous voyez, on a des évidences différentes. Vous voyez un petit peu la question? Alors maintenant, on va quand même passer rapidement. Est-ce que vous connaissez les grandes caractéristiques des générations? Alors, on va faire simple. Je vais mettre ici, voilà. Alors, en principe, les gens qui ont plus de 55 ans sont des baby-boomers. Est-ce qu'ils peuvent lever le bras pour que je vois un peu la proportion? Voilà. Alors, est-ce que vous savez qui vous êtes en termes générationnels? Vous voyez un peu? Alors ensuite, il y a une génération très nombreuse qui accède aux commandes, qui est la génération X. En principe, c'est les personnes qui ont entre 35 et 45 ans. Est-ce que vous pouvez lever le bras? Voilà. Puis il y a les gens qui ont entre 18 et 35 ans, qui sont la génération Y. Voilà, ben c'est assez bien réparti. Alors, les baby-boomers, c'est bien simple. Leur nom vient du baby-boom. Donc, quelle est leur évidence? Moi, je les compare à Pinocchio. Parce que Pinocchio, dans le roman original, à la fin du livre, a cette phrase merveilleuse que j'étais ridicule quand j'étais pantin. Alors, je vous l'ai dit, la génération, c'est une trace qui a été laissée à votre adolescence ou au début de l'âge adulte. Donc, bien entendu, tous les gens qui ont plus de 55 ans n'ont pas eu la même trace. Hein. Si vous avez vécu l'époque dans une région en pleine croissance ou dans une région en plein déclin, vous n'avez pas la même trace. Hein. Mais grosso modo, le trait commun aux baby-boomers, c'est qu'ils sont capables de faire confiance sans comprendre. Oui. Dans le monde de Pinocchio, l'enfant ne comprend pas pourquoi il doit aller à l'école. Dans le monde de Pinocchio, on ne demande pas son avis à l'enfant.
Pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce qu'on considère que c'est un pantin. Donc à partir de 7 ans, c'est l'âge de raison, il peut commencer à parler. Hein? Et puis il va y avoir une série d'étapes, et un jour, alors désolé mesdames, mais à l'époque c'était plutôt réservé aux hommes, un jour son père lui mettra la main sur l'épaule et lui dira « Tu es un homme, mon fils ». Ça peut être après la première cuite, ça peut être après le premier rapport sexuel, ça peut être après le premier salaire, ça peut être après la première voiture, ça peut être après le service militaire, ça peut être après le premier crédit hypothécaire, ça dépend des milieux sociaux. Mais à un moment donné, ça y est, on n'est plus un pantin, on est un être humain. Mais tant qu'on est un pantin, on n'a pas droit à avoir un avis, on n'a pas droit aux explications. Donc classiquement, dans l'entreprise, le jeune, on va lui dire « Fais d'abord tes preuves ». Commence par montrer que tu veux faire partie de la bande. Commence par devenir comme nous. La devise du baby boomer, c'est « Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres ». Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question de savoir s'il aime la bière, le vin ou autre chose, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il lève son verre comme les autres. Oui. Mais pourquoi je dois aller à l'école? Commence par faire tes devoirs, tu comprendras quand tu seras grand. Voyez? Le baby boomer, il a aussi un schéma effort-récompense qui est bien inscrit. Hein? Mange ta soupe, tu auras du dessert, fais tes devoirs, tu pourras aller jouer. Hein? Commence par travailler, tu t'amuseras après. C'est pour ça d'ailleurs que le baby boomer classiquement fait sa crise vers 40-50 ans, où tout à coup il se réveille et il dit jusqu'ici j'étais un bon petit soldat, mais maintenant cette Harley Davidson, je me l'offre. Maintenant c'est pour moi. Vous voyez? C'est le scénario Pinocchio. Alors c'est une force extraordinaire de pouvoir s'engager à fond sans comprendre, parce que dans la vie il y a des tas de choses qu'on ne peut pas expliquer à l'avance. Allez expliquer à un bébé qui sort du ventre de sa mère que ce serait beaucoup mieux hors du ventre de sa mère. Il dira, mais non, je suis très bien ici, moi. Oui. Donc c'est une force extraordinaire, mais évidemment, un certain nombre de baby-boomers ont eu des réveils difficiles, parce qu'ils ont fait confiance. Autre caractéristique du baby-boomer, et rappelez-vous les 30 Glorieux, c'est le contexte de son enfance, son adolescence, de sa carrière, c'est de dire, si je fais ce qu'on me dit, je suis en sécurité. Si j'obéis, je suis en sécurité. Vous aurez les dias. Hein. Deuxième génération, les X. Alors les X, je leur présente toujours mes excuses au nom de tous les sociologues. Vous savez d'où vient le nom X? Non? Bon, je ne sais pas si je dois vous le dire. Ce sont des sociologues américains qui ont mis au point la théorie des générations. Il se fait qu'aux États-Unis, la génération X, il n'y a pas beaucoup de monde. Il se fait que la génération X, elle a grandi pendant les travaux. Hein. En gros, les baby-boomers ont encore connu le monde d'avant la mutation sociale dont j'ai parlé. Les Y ont connu le monde d'après. Les X sont nés pendant les travaux, et donc ces sociologues ont dit, au fond, les X n'ont rien apporté au monde. Hein? Grosso modo, Nirvana, ça ne vaut pas les Beatles. Pour la musique, prenons les baby-boomers. Le Minitel, ça ne vaut pas Internet. Pour la communication, prenons les Y. Et donc, on va les appeler X, qui était la manière dont signaient les esclaves américains qui n'avaient pas de nom, la génération sans identité. Alors, cette génération, elle a la vie dure parce qu'au fond, elle a été éduquée avec le même discours que la génération des baby-boomers, et elle a grandi, grosso modo, dans le même monde que les Y. Donc, en gros,
Le baby boomer, c'est quelqu'un à qui on a dit, si tu fais des études, tu auras un diplôme. Si tu as un diplôme, tu auras un job. Si tu as un job, c'est pour la vie. Si tu as un job pour la vie, tu seras plus riche à la pension que quand tu as commencé à travailler. Et si tu es plus riche à la pension que quand tu as commencé à travailler, tu auras une meilleure vie que tes parents et tu pourras offrir à tes enfants une meilleure vie que ce que tu as eu. Une meilleure vie étant passer d'une maison à 3 façades à 4 façades, passer d'un moteur 1600 à un moteur 2000, hein, passer de vacances à la Côte d'Azur à vacances à La Réunion. C'est ça, une meilleure vie. Passer de 1 à 2 salles de bain. Hein. Vous voyez ? Pour beaucoup de baby-boomers, ça s'est avéré vrai. De la même façon, on leur a dit, papa et maman sont ensemble, mais c'est pour la vie. Hein. On est laïque, on est catholique, on est musulman, mais c'est pour la vie. Hein. Le petit X, on lui a dit la même chose, mais chaque fois, ça a eu marché, mais ça n'a pas marché. On lui a dit, papa et maman sont ensemble pour la vie, pas de chance pour lui, il a grandi à l'époque où le taux de divorce a explosé. On lui a dit, si tu as un diplôme, tu auras un boulot, pas de chance pour lui, il est arrivé sur le marché du travail dans les années 90, où on a vu apparaître le chômage des diplômés. On lui dit, oui, mais si tu as un boulot, c'est pour la vie. Pas de chance pour lui. C'est le début des emplois aidés. À la fin de l'exonération des charges sociales, on a dit, écoute, on ne peut pas te garder. Vous voyez ? Il y a même des sociologues qui ont appelé les X, les enfants, à la clé autour du cou. Vous voyez ? Parce que nos braves X, on a dit, quand tu rentreras de l'école, à 15h, à 16h, maman sera à la maison pour te faire des sandwichs au chocolat, peut-être même avec du Nutella. Sauf qu'ils ont grandi à l'époque où massivement les femmes ont commencé à travailler et donc c'est la première génération qui, à partir de 10, 11, 12 ans, rentrait à la maison. Il n'y avait personne à la maison et pour qu'ils ne perdent pas la clé, il y a parmi vous des enfants qui ont la clé autour du cou ? En général, il y en a un ou deux, vous voyez. Pour qu'ils ne perdent pas la clé, on attachait la clé autour du cou. Vous voyez ? Alors le X, du coup, dans l'entreprise, il a une fonction clé qui va très bien avec cette mentalité, c'est que ce sont des gens super efficaces. Parce que si vous voulez, les contes de fées, c'est bon, ils ont assez donné. Et par contre, leur parcours professionnel, si vous regardez ce qu'on a inventé en management ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, c'est la mesure. C'est le grand principe que ce qui n'est pas mesuré n'est pas géré. Donc les X, c'est les rois du tableau Excel. Les X, c'est les rois du Key Performance Index, ou Indicator, si vous préférez. Les X, c'est les rois du zéro défaut, du délai court, du flux tendu, du zéro stock. Les X, vous leur donnez quoi que ce soit, ils vous font un tableau Excel. Et fantastique. Moi, je suis toujours sidéré. Moi, je suis né en 60, mais je suis un peu plus baby-boomer que X. J'ai du mal avec Excel. Vous voyez, mais je suis fasciné. Ils font des tableaux, ils ont des indices. Vous voyez. Et donc, c'est très fort. Et alors, pourquoi Peter Pan ? Vous allez me dire, parce qu'en fait, ce que je constate souvent chez les X, c'est qu'ils disent, OK, on a compris, au boulot, il faut bosser dur. Ça rigole pas. Mais quand le boulot s'arrête, ça s'arrête. Et là, c'est l'île aux enfants. On peut s'amuser. Vous voyez ? Donc c'est plutôt les X qui ont inventé les limites. La récupération du week-end, c'est plutôt les X qui l'ont inventé. Vous voyez ? Ils sont plutôt pour la séparation. Alors le drame des X, évidemment, il a été représenté à la table ronde, c'est l'entreprise libérée. Vous voyez ? Parce que le X, il bosse depuis 10 ans, depuis 15 ans, comme un malade. Il est monté quelques marches dans la hiérarchie, parce qu'à force d'efforts, de travail et d'efficacité, il y est arrivé. Et son patron revient d'un séminaire.
et lui dit, j'ai entendu parler d'un truc incroyable, l'organigramme plat. Je me suis permis d'en parler à ton équipe de Y. Tu vas pas me croire, ils sont tous d'accord. Voyez ? C'est peut-être plus que les Y ou les Z l'enjeu générationnel majeur. C'est que fait-on du management intermédiaire, mais au sens très très large, hein, parce que ça va jusqu'au cadre. Hein. Parce que très souvent, il se retrouve dans le monde d'aujourd'hui où on lui tient un discours de Y, sois créatif, prends des risques, sois sympa avec les jeunes, ne les ennuie pas s'ils ont leurs pantalons aux genoux, ne les emmerde pas pour 1 heure de retard, sois cool, ils ne sont pas comme nous. Hein? Mais le 0 retard, ça reste. La qualité totale, ça reste. La prédiction du chiffre d'affaires et de la rentabilité derrière la virgule, ça reste. Vous voyez ? Donc très souvent, les X sont très mal pris. C'est, à mon sens, quand je vais dans les entreprises, beaucoup plus souvent les X qui ont un problème que les Y, parce qu'ils ont une responsabilité comme ça et une marge de manœuvre comme ça. Donc équilibrer dans tout ce qui est chef d'équipe, cadre opérationnel, chef de filiale, équilibrer la liberté et la responsabilité me paraît être un enjeu majeur pour l'entreprise. Quitte à faire un choix clair et de dire on supprime les chefs. J'ai fait des enquêtes dans des entreprises libérées où on a dit on supprime les chefs. Mais alors le chef n'a plus non plus la responsabilité. Vous voyez ? Ou bien on lui donne la responsabilité et une vraie marge de manœuvre, une vraie liberté, ou bien on supprime les deux. On en arrive à notre Y, et notre Y, je l'ai appelé Peter Pan. C'est bien, j'ai toujours un peu peur que personne ne me suive parce que je ne vois pas bien. Je l'ai appelé Harry Potter. Pourquoi ? Parce qu'Harry Potter, c'est au fond quelqu'un qui doit grandir sans parents. Hein ? Harry Potter, ça commence très mal, déjà ses parents sont morts. Alors on le confie à sa tante et à son oncle qui mangent des pop-corn devant la télé toute la journée, qui sont obèses. Donc comme modèle de parents, c'est pas top. Le petit Harry Potter se dit, je vais aller à l'école des sorciers, là je vais avoir des vrais adultes. Ah, il n'est pas très malin parce qu'il met quand même, si je me souviens bien, 7 livres et 8 films pour comprendre qu'à l'école des sorciers, les adultes non plus ne sont pas des adultes. Ils passent leur temps à se disputer, à faire leur petite guéguerre, à faire des complots. La difficulté du Y, c'est que cette liberté individuelle dont je parlais, les adultes s'en sont emparés. Et que donc, pour les enfants d'aujourd'hui, les adultes, très souvent, ne sont pas prévisibles. À nouveau, je prends un cas tout à fait rare, statistiquement, pour vous montrer la logique. Je demande à un jeune de 15 ans, écoute, je dis, je ne suis pas psychologue, je ne fais rien de confidentiel ou d'intime, mais j'aime bien savoir un peu le contexte dans lequel vivent les gens que j'interroge. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça se passe entre tes parents, mais sans détail, hein, c'est pas... Qu'est-ce qu'il me répond ? À quelle époque ? Il me dit, moi j'ai 15 ans, pour autant que je me souvienne, il y a 7 ou 8 ans, mes parents formaient un couple normal. Quelques années plus tard, mon père traitait ma mère de tous les noms et ils se sont séparés. Aujourd'hui, me dit-il, ils se sont remis ensemble et mon père n'arrête pas de me dire que ma mère est une sainte. Oui. Donc il dit, quand vous parlez de mes parents, tout dépend de l'époque. Oui. De la même façon, j'ai interrogé un enfant de 7 ans, je lui dis à quelle heure est-ce que tu vas dormir d'habitude ? Qu'est-ce qu'il m'a répondu ?
Alors c'est intéressant parce qu'il m'a répondu la même chose que les salariés des patrons d'entreprise qui sont ici quand je leur pose la question est-ce que c'est grave d'arriver en retard dans cette entreprise? C'est la même réponse. À votre avis, qu'est-ce qu'ils disent les jeunes salariés quand je vais dans une entreprise et je dis est-ce que c'est grave d'arriver en retard dans cette entreprise? Qu'est-ce qu'ils répondent et que répond un enfant de 7 ans à qui je demande quelle heure est-ce que tu vas dormir? Vous avez une idée? Alors, qui a une idée? C'est qui a dit ça? C'est qui a dit ça? Vous pouvez lever la main? Quand j'ai envie de dormir, vous voyez, alors vous êtes un baby boomer. Si vous croyez que les enfants font ce qu'ils veulent, vous êtes un vrai baby boomer. Ça dépend de l'adulte qui est là. Donc l'enfant de 7 ans, il me dit, ça dépend. Est-ce que vous me posez la question avec papa, avec la nouvelle amie de papa, avec les parents de papa, avec les parents de la nouvelle amie de papa qui aimeraient bien que je devienne leur ami, avec maman, avec le nouvel ami de maman, avec les parents de maman, avec les parents du nouvel ami de maman qui aimeraient bien que je devienne leur ami, avec mon grand frère ou avec le babysitter? Et moi, bêtement, j'ai mes évidences de baby boomer, on ne se refait pas. Je dis, allez, disons avec papa. Il me dit, le lundi, le jour où il y a foot, quand il est de bonne humeur, quand il est de mauvaise humeur. Et c'est pour ça qu'il développe l'abduction. Si vous connaissez des adolescents, demandez-leur. Hein. Le premier jour de la rentrée, c'est fini. Hein. Ils ont comme dans ces pubs pour les caleçons avant, vous savez, où les femmes voyaient les caleçons portés par les hommes. Là, c'était une pub d'il y a 20-30 ans. Elles voyaient au travers des vêtements. Eh bien, eux, ils ont, comme ça, comme les extraterrestres, ils scannent. Hein. Et à la fin du premier jour, c'est terminé, l'assessment est terminé. La prof de géo a l'air sympa, mais il faut se méfier. Le prof de maths a l'air vache, mais en fait, c'est un gentil. Comme en plus ils ont Internet et que dès le soir, ils échangent les opinions, les assessments, les jugements et qu'ils partagent avec les anciens, c'est terminé. Il y a quelques corrections le deuxième jour, mais en gros, on sait à qui on a affaire. Oui. Ils entrent dans votre bureau, votre paire de chaussures, la photo qui est sur votre bureau, le poster derrière vous, ils savent à qui ils ont affaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont entraînés depuis qu'ils sont tout petits. Vous voyez? Parce que notre petit Harry Potter, notre petit Y, contrairement, et tous les enfants d'aujourd'hui n'ont pas cette éducation-là, hein, contrairement au X ou au baby boomer, quand il était petit, on lui a dit « écoute, on n'est sûr de rien ». Ça, c'est la vraie définition du Y. Papa et maman sont ensemble, mais on ne sait pas si ça va durer. Pour l'instant, nous sommes catholiques, mais le bouddhisme, c'est pas mal, et on a entendu parler de l'islam. Oui. Pour l'instant, nous vivons à Laval, mais peut-être que demain, papa sera muté à Paris, à Marseille ou à Tombouctou, ou maman à Strasbourg, à Bruxelles ou à Londres. Vous voyez? On n'est sûr de rien. Et donc, la caractéristique principale du Y, c'est qu'il vit au présent. Parce que depuis qu'il est tout petit, il y a deux choses que les adultes lui ont dit. Première chose, la tradition n'est plus un repère valable. Alors, est-ce qu'on dit aux enfants la tradition n'est plus un repère valable? Bien sûr que non, on ne dit pas ça aux enfants. Qu'est-ce qu'on leur dit aux enfants? On leur dit, on est ravis que tu t'entendes bien avec Pépé et Mémé. Et on est content que tu ailles souvent chez eux. Mais quand ils te disent que c'est grave de ne pas manger de viande et de ne pas aller à la messe, tu ne dois pas les écouter, ce n'est pas vrai. Vous voyez? C'est comme ça qu'on leur dit que la tradition n'est plus valable. Et de l'autre côté, on leur a dit, tu sais, le futur, c'est pas sûr. Hein?
la France serait peut-être bien légèrement en déclin. Peut-être que d'autres pays seraient meilleurs que nous. Il y a des petits pays très dynamiques qui fabriquent des bombes atomiques et on ne sait pas où ils veulent les envoyer. Rien n'est sûr. Oui. Ce qui fait que le Y, il a une évidence, je vous parle ici du Y au cube, pour faire simple parce que je n'ai qu'une heure, le Y, il a une évidence exactement inverse du baby boomer. La surprise n'est pas surprenante. Je vous donne 2 exemples. On se serait vu il y a 3-4 ans, on aurait partagé une évidence, une belle évidence économique. Le prix du pétrole ne descendra plus jamais. Et voilà que le prix du pétrole redescend, et même en dessous de $40 le baril. Vous voyez ? Pour le baby boomer qui aime les choses linéaires, plus de voitures, c'est mieux que moins de voitures. Plus de télévision, c'est mieux que moins de télévision. C'est un choc. En lisant son journal, il dit « Janine, tu entends, le prix du pétrole a diminué. » Son enfant Y dit « Ben évidemment, puisque ce n'était pas prévu. » Vous voyez ? C'est à tel point que quand j'interroge des Y au cube dans les entreprises et que je leur dis vous êtes là depuis 6 mois, qu'est-ce qui vous a surpris? Il y en a un qui m'a un jour dit il y a un truc complètement incroyable ici. Ça, j'aurais jamais cru. Il dit. Vous pouvez me dire quoi? Il dit, ça se passe comme ils avaient dit. Ils avaient dit que j'aurais une formation, je l'ai eue. Ils avaient dit que je ferais le tour des services, ça a eu lieu. Tout ce qu'ils ont annoncé a eu lieu. Ça, c'est une vraie surprise pour un Y. Voyez? Strauss-Kahn devient président de la République. Je préfère faire l'ancienne élection et pas me mêler de l'actuelle. Voyez? Le prix du pétrole continue à monter. Voyez? Donc le Y, il a vraiment une autre évidence. Alors, petit à petit, il est temps de conclure, mais on ne peut pas conclure sans parler des Z. Alors, je vais faire simple. Si vous tapez dans Internet, faites dans Google Images, ça va plus vite, Baby Boomer X, Y, ce que vous allez trouver fait l'objet d'un relatif consensus. Il y a 2 choses auxquelles vous devez faire très attention. La première, c'est que la génération, c'est une trace subjective, ce n'est pas l'âge. Je connais plein de baby-boomers de 30 ans. Je connais plein de jeunes qui ont fait à peu près ce que leurs parents leur ont dit de faire et ça leur réussit parfaitement bien. Et il n'y a aucun problème. Et ils ont aussi un smartphone et une PlayStation. Vous voyez? Donc, méfiez-vous très fort des gens qui identifient. Sociologiquement, si vous voulez faire les malins, l'âge, c'est la cohorte, la génération, c'est la trace. La cohorte, c'est objectif, c'est votre date de naissance. Si vous êtes né à une certaine époque, vous avez beaucoup plus de chances de manipuler facilement un ordinateur. Ça, c'est un fait objectif. Si vous êtes né à une certaine époque, en tant que femme, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir votre premier enfant à 29 ans plutôt qu'à 25 ans. Si vous êtes né à une autre époque, vous avez beaucoup plus de chances de l'avoir à 25 ans qu'à 29. Oui. Par contre, est-ce que pour vous, on peut miser à long terme? Est-ce que pour vous, obéir au chef, c'est la sécurité? Oui. Ça, c'est une trace laissée par votre adolescence, mais aujourd'hui, tout ne fonctionne pas si mal. Il y a des tas d'enfants qui réussissent à l'école. Il y a des tas d'enfants qui font ce que leur disent leurs parents. Et il y a des tas d'enfants à qui ça réussit très bien. Et ces gens-là ne vivent pas dans le chaos, n'ont pas les évidences d'un Y. Et à l'inverse, régulièrement, je rencontre des gens de plus de 50 ans qui sont un peu Y.
C'est-à-dire que leur vie, finalement, était assez chaotique, et chaque fois qu'il y avait une certitude, et finalement, ils ont adopté un mental de Y. Oui. Donc, première remarque, ne confondez pas l'âge et la génération. Deuxième remarque, la génération n'est qu'un des facteurs d'une personne. Hein. Après, si vous habitez la ville ou la campagne, si vous avez un diplôme ou pas de diplôme, si vous avez des parents riches ou des parents pauvres, ça continue à changer. Hein. Et donc, méfiez-vous très fort. Un certain nombre de consultants spécialisés dans les générations ont fait l'essentiel de leur mission dans des start-up informatiques autour de l'an 2000. Petites équipes, entreprises qui démarraient, croissance à 2 chiffres, personnel hautement qualifié, et ils en ont conclu que laisser les gens venir quand ils voulaient, c'était la solution pour les Y. Non, c'est la solution pour les start-up informatiques autour de l'an 2000. Mais je voudrais bien voir que dans une usine Peugeot ou Renault, ça marche mieux quand on dit aux gens « vous venez quand vous voulez hein ». Et on a appris de Google que pendant 10% du temps, vous interdit de travailler, vous devez aller au jacuzzi ou au ping-pong. Non, ça c'est la solution pour un boulot intellectuel où on sait que quelqu'un qui se concentre beaucoup, les grandes idées viennent quand on l'extrait. Donc l'obliger 10% du temps à aller au ping-pong, c'est la même façon que l'idée qui vous vient sur la douche. C'est très intelligent pour un boulot intellectuel où les gens ils ont tendance à ne pas quitter le bureau et finalement l'idée ne vient jamais. Newton, c'est quand il va se balader que la pomme lui inspire sa théorie en physique. Mais il a calculé avant. Mais il y a des tas de boulots, il y a des tas de secteurs où c'est ridicule de dire aux gens pendant 10% du temps, on vous interdit de travailler. Oui. Donc faites très très attention que la génération, c'est un des éléments de la personne. C'est pas tout. Alors maintenant, les aides. Alors là, je suis désolé, après, vous faites votre opinion. Personnellement, ce que je lis sur les aides ne correspond pas du tout à ce que j'entends quand j'interroge les enfants. Peut-être que j'interroge les mauvais enfants, peut-être que je ne les comprends pas, je ne sais pas, mais en tous les cas, là, moi, je ferai très, très attention à la littérature sur Internet. Parce qu'en gros, ce qu'on vous vend sur Internet ou dans les bouquins sur la génération Z, c'est de dire les X ont découvert l'informatique après 20 ans, dans leurs études, les Y ont découvert l'informatique à 10-12 ans, avec leur PlayStation, et les Z ont découvert l'informatique à 3 ans. Moi, il me semble que ce qui est en train de se passer avec les Z, c'est quelque chose de très très différent. C'est qu'au fond, les Y sont arrivés à la limite du monde horizontal. Une fois que vous avez tout mis au même niveau, et c'est quand même l'effet fondamental de la télévision et d'Internet, c'est que tout est au même niveau. Pas une chose qui est plus importante ou plus profonde que l'autre. Eh bien, à ce moment-là, semble-t-il, mais on verra, hein, moi je ne suis pas Madame Soleil, mais ce que je sens chez les enfants, c'est un vrai désir qu'on remette de la profondeur. Qui a vu Game of Thrones par rapport ici, dans la salle? Vous pouvez lever le bras? Je suis un fan, hein, donc n'ayez pas peur, j'assume. Oui. Ben, ceux qui ont vu Game of Thrones, qui a vu Le Seigneur des Anneaux? Ah, oui, c'est plus propre hein, quand même, parce que dans Game of Thrones, c'est un peu trash. Hein, parfois. Vous voyez? De quoi il est question? Il est question de rituels, il est question de symboles. Donc, le candidat que j'ai personnellement pour représenter les Z, c'est Robinson Crusoe. Et surtout, le personnage dans le film avec Tom Hanks, là où il est sur l'île déserte, oui, c'est au fond la nécessité de recréer du symbole, de recréer du rituel, de redonner une certaine épaisseur aux choses. Parce que la génération Y, ce qui est fabuleux, c'est qu'elle est décontractée. La génération Y, elle vous plante un truc, vous êtes très énervé, elle pas. Je t'ai dit que j'étais désolé. Oui, mais
La génération Y, elle passe à l'acte en toute décontraction. C'est son point faible. Sa connexion au réel n'est pas tout à fait forte. C'est la génération Y qui a inventé le film Matrix. Vous savez, ce film où le rêve est la réalité et la réalité le rêve. Hein? En gros, la génération Y, c'est celle qui dit, eh bien, maintenant que tu me le dis, jouer avec des allumettes et des pétards à côté d'un bidon d'essence, dans une grange pleine de foin sec, ce n'était pas une bonne idée. Je suis désolé, j'aurais pas dû. Hein, c'est à ça que vous... Hein. L'autre grande caractéristique du Y, c'est de dire « T'inquiète pas, je gère, si je me mets à étudier à Pâques, je réussis sans problème. » Oui. Alors que le baby boomer, lui, classiquement, il est plutôt dans « j'aurais dû plus tôt ». Parce que le baby boomer, il a encore reçu une éducation très verticale, il a toujours peur de dire une bêtise ou de faire une erreur. Le baby boomer, on lui a dit « tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler ». Alors il tourne sa langue et puis il dit rien. Puis à 40 ans, il dit « j'aurais dû m'acheter mon Harley Davidson plus tôt. J'aurais pas dû attendre aussi longtemps. » Oui. Le Z, lui, ce qui me paraît vraiment clé, c'est son envie... Oui, alors, qu'est-ce que je vois concrètement dans les entreprises? Par exemple, je vois pas mal de PME qui engagent des rédacteurs pour écrire le livre de l'entreprise. Et pour pouvoir dire aux collaborateurs, tu sais, une entreprise, ce n'est pas seulement une machine très performante destinée à satisfaire des clients et gagner de l'argent. Une entreprise, c'est une épopée humaine, c'est une aventure. Je vois des entreprises ouvrir leur musée d'entreprise. Oui. Je vois certains économistes qui soulignent l'importance pour une ville d'avoir un porte-drapeau, un symbole. Oui. Alors ça peut être un bâtiment, ça peut être un club de foot, ça peut être une personnalité. Oui. Mais aujourd'hui, si vous voulez faire venir des investisseurs étrangers et que vous n'existez pas symboliquement, oui, que votre ville n'est pas associée à un bâtiment, pensez à ce que le Mucem a fait pour Marseille, pensez à ce que le Louvre à Lens, Beaubourg à Metz, le Puy du Fou pour la Vendée, enfin il y a des tas d'exemples comme ça, mais quand vous regardez la carte de France, en tant que Belge en tous les cas, il y a une série de régions où vous dites « mais il y a quoi là ?» Bon, il y a sûrement la Poste, la SNCF, l'armée, tout le bazar de la République française. Mais sinon, il y a quoi comme symbole? Vous voyez? C'est quoi le truc dont ils sont fiers? C'est un petit test que je fais dans les taxis quand je vais dans les villes. Je dis, mais vous êtes fiers de quoi? Il est 21h. Vous avez qui? Ah, ça c'est mon collaborateur qui me dit que je dois arrêter. Vous voyez? Et donc, voilà. Donc ça, c'est la première caractéristique des Z. Deuxième caractéristique sur laquelle je parie pour les Z, si vous avez des enfants testés, c'est la multimodularité. C'est-à-dire, ce qui est fabuleux chez les Z, c'est que deux personnes physiques peuvent entretenir des tonnes de relations différentes. Si vous êtes baby boomer, vous allez tout de suite comprendre, beaucoup de baby boomers regrettent de ne pas avoir eu plus de confidence de leurs parents. Et pourquoi est-ce que leurs parents ne leur ont pas fait plus de confidence? Parce que les parents étaient coincés dans leur rôle de parents. En tant que, si je suis parent d'un enfant, je dois communiquer à mon enfant en tant que parent. Je n'ai qu'un seul canal de communication. C'est-à-dire que ce qui est fabuleux avec les enfants de 10 ans ou 11 ans d'aujourd'hui, c'est que par exemple, vous jouez au foot avec eux, ben, sur une séquence de 5 minutes, vous pouvez avoir une relation entre équipiers. Vous pouvez avoir une relation où vous êtes le conseiller et l'autre, celui qui reçoit des conseils, et puis 5 minutes après, c'est eux qui vous donnent des conseils et vous qui êtes conseiller. Et puis 5 minutes après, vous êtes l'adulte qui rappelle qu'on ne dit pas de gros mots, que le football, contrairement à ce qu'on croit, est un sport de gentleman. Vous voyez ? Et cette multiplicité des rôles, ça me semble beaucoup... Les Y l'ont déjà un peu, mais ça me semble beaucoup plus développé. Troisième grande caractéristique des Z, mais j'espère me tromper,
C'est que si vous voulez, le baby boomer a vécu avec un adulte au-dessus de lui, mais un adulte solide. Le X a vécu avec un adulte au-dessus de lui, mais un adulte fragilisé par les restructurations, les délocalisations, par tous les changements qui ont eu lieu dans la société depuis 30 années. Le Y a vécu avec un adulte qui était au même niveau que lui. Et ce qu'on voit se développer chez les enfants d'aujourd'hui, et je vois que ça commence à se développer dans les entreprises, c'est l'enfant qui considère qu'il doit prendre soin du parent. C'est l'enfant qui me dit « j'ai des problèmes à l'école, mais j'en parle pas à mes parents. » Leur vie a l'air déjà tellement dure que si je leur dis ça, ils vont s'effondrer. Vous voyez ? Et je commence à voir les premiers signes de ça en entreprise, des équipes de jeunes qui me disent, le chef d'équipe, on fait son boulot. Hein. Il y a tellement de problèmes avec sa femme. Hein. Mais ne le dites pas, ne le dites à personne, hein, voyez. Donc carrément une pyramide inversée. Et donc pour conclure, d'abord quand même une petite anecdote avec mon petit dernier qui a 14 ans, pour vous expliquer pourquoi j'ai dépassé le timing, mon père Didier. Un jour je joue au basket avec lui, à un moment il s'arrête, il dit « Mais papa, quand tu pars faire tous tes trucs en France, là, ils te payent pour que tu parles ?» Je dis « Oui ». Il a recommencé à jouer, il a dit « Moi je te payerai bien pour que tu te taises. » Donc, vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul.